Merci Alain Suppiot pour l'invitation et pour ces paroles aimables, flatteuses, trop aimables sans doute. Et je voudrais dire tout mon plaisir d'échanger ce matin avec vous dans ce lieu, avec un public de cette qualité. La notion de milieu vital au sens de milieu habitable, enjeu d'un développement soutenable, cette notion apparaît discrètement parmi une foule d'autres thèmes dont l'utopie foisonnante que constitue le testament spirituel de Simone Weil, L'Enracinement, qui est aussi un livre de combat. Simone Weil évoque, je cite, « Le merveilleux circuit par lequel l'énergie solaire descendue dans les plantes, fixée par la chlorophylle, concentrée dans les graines et les fruits, entre dans l'homme qui mange ou boit, passe dans ses muscles et se dépense pour l'aménagement de la terre. Tout ce qui se rapporte à la science peut être disposé autour de ce circuit, car la notion d'énergie est au centre de tout. » C'est à peu près la seule phrase de l'ouvrage qui soit consacrée explicitement à la problématique écologique, mais en un sens, l'essentiel est dit. L'écologie scientifique y est présentée comme un système cyclique d'échange de matière et d'énergie, ce qui induit la nécessité de politiques dépassant à la fois les frontières nationales et les catégories sectorielles. L'environnement fait système et concerne tous les secteurs, ce que traduit à sa manière le principe dit d'intégration figurant au cœur du droit européen de l'environnement, l'article 11 du traité FUE. Bien entendu, la philosophe ne se limite pas à cette intuition scientifique fulgurante. L'essentiel est ailleurs et tient dans le sens que présente la Constitution, le sens que représente pour la constitution de l'humain le soin et la transmission d'un tel milieu vital. C'est ainsi que dès la phrase suivante, il est question, je cite, de travail de poésie qu'enveloppe la pensée de ce circuit qu'elle vient de décrire. Poésie. Il y va bien entendu de la nécessité de célébrer la beauté du monde, dit-elle, mais bien plus que cela, il s'agit de créer les conditions mentales d'un monde habitable, un monde enraciné à la faveur d'une démarche de réelle poiesis. Plusieurs thèmes essentiels se développent dans le livre qui contribuent, lorsqu'on les articule, à cette construction d'un milieu vital porteur de sens et garant du développement de l'humain. Déjà, la notion de milieu paraît particulièrement bienvenue pour penser les rapports de l'homme et de la nature. Elle induit en effet un dépassement nécessaire de la pensée binaire qui conduit soit au modèle anthropocentrique et bientôt prédateur qui fait de la nature un objet taillable et corvéable à merci, réservoir de ressources, dépotoir de déchets. C'est Descartes et l'injonction de se comporter comme maître et possesseur de la nature, d'un côté, nature-objet, soit, à l'inverse, ça permet de dépasser le modèle de la deep écologie qui fait de la nature un sujet et de l'homme un vivant comme les autres, invité à penser comme une montagne. Surmontant ce dilemme ruineux, la notion de milieu invite à penser en termes dialectiques les rapports de l'homme et de la nature. C'est ce que j'essayais d'étudier dans mon ouvrage de 1989, La nature hors la loi, l'écologie à l'épreuve du droit, qui entendait jeter les bases d'un projet pour le milieu, pas objet ni sujet, projet. Mais ce sont surtout les thèmes des obligations et responsabilités d'une part, et de temporalité et de transmission d'autre part, qui constituent dans la pensée de la philosophe, à mes yeux, les fondements d'une politique pour un milieu vital garant de l'humain. Ce sont ces deux thèmes que je me propose d'approfondir. Et tout d'abord, les responsabilités à l'égard d'un milieu habitable. L'enracinement se présente comme le prélude à une déclaration des devoirs envers l'humain. L'ouvrage s'ouvre par une affirmation sans embâche, je cite, « La notion d'obligation prime celle de droit qui lui est subordonnée et relative. » Parce qu'elle se réfère, je cite encore, à un domaine qui est au-dessus de ce monde, l'obligation, et elle seule, est inconditionnée. Elle a l'être humain comme tel pour objet. Un être humain dont, je cite, la destinée éternelle impose le respect,
fin de citation, et dont les besoins physiques et moraux déterminent les contours de ces obligations. Il y a donc primat de l'obligation sur le droit, et aussi adhésion à une conception de la liberté, liberté comme participation à la chose publique et au travail collectif. On aura reconnu la liberté des anciens, cette liberté-là, plutôt que comme exacerbation de l'autonomie du sujet et repli sur la vie privée, on aura reconnu la liberté des modernes. L'enracinement est en effet défendu de façon active, comme participation réelle, active et naturelle à l'existence d'une collectivité. Ce faisant, Simone Weil remet sur le métier le projet d'une déclaration des devoirs de l'homme qui, le 4 août 1789, avait été rejeté par 570 voix contre 433, alors même que le thème des devoirs et obligations allait dans la suite régulièrement faire retour dans les constitutions françaises qui se sont succédées, ainsi que dans la pratique et la doctrine juridique. Obligation, responsabilité demeurant cependant largement impensée à la manière d'un refoulé qui fait retour cependant sous forme de symptômes mal maîtrisés. C'est sans doute dans la matière environnementale que s'est imposé avec le plus de force l'urgente nécessité de sortir ce volet responsabilité du refoulement de la pensée juridique et d'en faire la base d'un projet viable pour le milieu. Qu'il me soit permis d'évoquer cette problématique à la manière de Simone Weil, en alternant analyse théorique et propositions pratiques. Je partirai des apories actuelles de notre modernité pour penser les conditions d'une nouvelle donne et d'un élargissement du contrat social, pour dessiner ensuite les contours, tant philosophiques que juridiques, d'une responsabilité pour le milieu qui soit à la hauteur des défis contemporains dans cette matière. Et tout d'abord, les apories de la modernité. Tout le combat, tant philosophique que politique de notre modernité, aura consisté dans l'affranchissement de l'individu des entraves, réelles ou imaginaires, qui réduisaient sa liberté. Philosophiquement, il avait fallu lui apprendre à penser par lui-même, selon de rigoureuses règles de méthode, Descartes encore, notamment en l'affranchissant de ce que les Lumières appelleront les brumes du Moyen-Âge ou l'enfance de l'humanité. Politiquement, il fallait se donner des institutions dont le sujet fut désormais le véritable souverain, étant entendu que les pouvoirs publics ne viendraient qu'en un temps second, avec pour mission de garantir les droits naturels, censés a priori et inaliénables de ces individus souverains. Ce monde moderne était par ailleurs censé illimité comme cette Amérique que Locke invoque, le philosophe John Locke invoque dans sa légitimation de la propriété privée comme dispensatrice de ressources infinies. L'économie politique moderne se fondera sur ce postulat. Les ressources sont en quantité virtuellement inépuisable, on ne se posait même pas la question de leur qualité, et il appartient à l'industrie de l'homme, secondée par le commerce, de les faire fructifier. On comprend alors qu'une seconde illimitation, bien plus puissante encore, sous-tend ce projet. C'est l'infini du désir de l'homme, investi, croit-il, du droit d'appropriation et de transformation du monde qui l'entoure. Ainsi, tout se répond et se renforce dans ce rêve moderne. Les performances du cogito et les prétentions de la raison, parfois l'arrogance de la raison, je pense donc je sais, volonté politique et juridique du titulaire des droits subjectifs, et je veux donc je peux, et le désir souverain de l'investisseur ou du consommateur, je désire donc j'ai droit. Les effets positifs, émancipateurs et égalitaires de ce projet sont trop connus pour être rappelés. Faut-il redire les progrès fulgurants de la pensée calculatrice, l'autonomie conquise par le sujet de droit moderne, y compris les peuples émancipés du joug colonial, ou encore le bien-être matériel acquis par nos contemporains grâce à la domination de la nature. Mais ce projet croissantiel a maintenant atteint ses limites et les effets pervers évidents qu'il génère menacent non seulement son extension, mais même ses acquis essentiels. Par ailleurs, on peut penser aussi que les perspectives de liberté réelle qu'il recelait ont cessé de tenir leurs promesses. C'est une société de compétition et d'insécurité, une société d'individualisme négatif fondée sur la peur
et le repli, qui s'offre maintenant à l'individu déraciné qu'évoque le philosophe politique américain Velmer. Je le cite, « Le moi libéral est déraciné. Son lieu n'est pas une communauté limitée par un territoire qui pourrait être l'objet d'une loyauté. Son lieu, dit-il, est plutôt les points nodaux, migrant dans le temps et l'espace, d'un réseau variable d'associations et de loyautés volontaires qui ne sont pas conditionnées sur une base territoriale, mais sur des bases thématiques, professionnelles ou personnelles. » Tout cela conduit à la nécessité de penser une nouvelle donne. Je propose quant à moi de la réfléchir à partir d'un élargissement du contrat social. Plusieurs éléments factuels imposent aujourd'hui en effet une révision profonde de ce projet. Il y va tout d'abord d'une interdépendance sans précédent dans l'histoire de l'humanité, non plus indépendance, mais interdépendance. Comme le note le premier reconnaissant de la Charte des responsabilités humaines universelles, adoptée à l'initiative de la Fondation Charles-Léopold Mayer pour le progrès de l'homme, je cite, « L'ampleur et l'irréversibilité des interdépendances qui se sont créées entre les êtres humains, entre les sociétés et l'humanité, et aussi avec la biosphère, constitue une situation radicalement nouvelle dans l'histoire de l'humanité. » Dans ces conditions, chacune des trois prétentions modernes dont je parlais tout à l'heure, je pense donc je sais, je veux donc je peux, je désire donc j'ai droit, chacune de ces trois prétentions a montré ses limites. Je n'ai pas le temps de développer ici, mais je vous renvoie pour ceux qui seraient intéressés au texte écrit. De sorte que, me semble-t-il, une renégociation du contrat social moderne, qui avait constitué la base, le cadre narratif, cognitif de la fondation de nos sociétés modernes, le contrat social, eh bien, une renégociation de ce contrat social s'impose dans une triple dimension au moins. Une échelle spatiale mondialisée, dès lors que les frontières classiques de l'État-nation ne sont plus en mesure d'assurer aux populations sécurité et solidarité. Il est devenu illusoire de prétendre vivre prospère et en paix à l'abri des frontières nationales. La problématique des réfugiés nous le rappelle tous les jours. Il s'agit ensuite d'élargir le contrat sur le plan temporel en intégrant dans la communauté politique les générations futures, dont nous sommes en mesure aujourd'hui de compromettre les conditions de vie, voire la simple survie. Le concept d'humanité avec un grand H, humanité au sens générique et transhistorique de succession des générations, des cohortes, commence du reste à se faire valoir dans le droit international. Enfin, il s'agira encore de repenser le contrat social de manière à prendre en compte l'administration des choses et plus simplement le gouvernement des hommes, allusion à Bruno Latour et aux travaux de son équipe. En 1789, on pouvait laisser la première, donc l'administration des choses, à l'expertise des savants, tandis que les politiques et les juristes se spécialisaient dans le gouvernement des hommes. Mais aujourd'hui, dès lors que les retombées techniques, financières, militaires, écologiques, sanitaires, démographiques, dès lors que les retombées techniques des progrès scientifiques revêtent une ampleur sans pareille, elles sont devenues par elles-mêmes un enjeu politique essentiel et ne peuvent plus être laissées en dehors du débat démocratique. Pour assumer ces différents défis, différents élargissements du contrat social, c'est, me semble-t-il, une exigence de responsabilité renouvelée qui s'impose. Or, de ce point de vue, l'actualité a radicalement modifié ce que des philosophes comme Paul Ricoeur ou Hans Jonas appellent les conditions de l'agir éthique. 4 changements majeurs illustrent ces transformations de l'action responsable. Premièrement, le paradigme écologique, je pense notamment à la montée des eaux consécutive au réchauffement climatique, le paradigme écologique évoque la menace de préjudices hors normes et normes, par contraste avec les préjudices, les dommages que les juristes traitent habituellement. Deuxièmement, ces dommages virtuellement cataclysmiques sont généralement causés par des comportements diffus et non coupables, l'usage de véhicules privés par exemple. C'est le cumul de nos actions et de l'enchevêtrement de leurs conséquences qui nous rend co-responsables. Et c'est très nouveau.
Troisièmement, le lien de causalité, pour parler comme les juristes, le lien de causalité entre la cause et le dommage s'est formidablement étiré dans le temps et dans l'espace. Si je suis virtuellement co-responsable de la submersion de l'État de Tuvalu en 2000, je ne sais pas quoi, 50 ou 60, c'est désormais de mon lointain et pas seulement de mon prochain dont je suis redevable. Enfin, quatrième modification des conditions de l'agir éthique, le degré de certitude caractérisant ce lien de causalité s'affaiblit également. C'est désormais le dommage simplement possible et pas seulement certain ou probable qu'il faut prendre en compte, du moins si je renonce à l'attitude du parieur qui joue le sort de l'humanité à la roulette. Mais précisément, demanderait-on, pourquoi ne pourrions-nous adopter cette attitude du parieur et, plongeant la tête dans le sable, penser après tout, après nous, le déluge? Il s'agit donc de réfléchir, à creuser à nouveau ce concept de responsabilité, un concept qui soit adapté à ces transformations profondes des conditions de l'agir éthique. Partons donc du mot lui-même, le mot responsabilité, de son étymologie, de ses traductions. Le mot, première et principale ressource dans notre domaine des sciences humaines et sociales. Dans responsabilité, nous entendons réponse, ce qu'atteste à la fois l'étymologie latine respondere et aussi diverses traductions, par exemple antwoordelijkheid en néerlandais. Voilà déjà une indication précieuse, car s'il y a réponse, c'est qu'il y a un appel préalable. Appel, sans doute, du plus faible ou du plus vulnérable qui se réclame de nous. Un rapport social se dessine qui fixe alors l'équation de base de la responsabilité. Je suis responsable de ce sur quoi j'exerce un pouvoir potentiel. Je suis responsable de qui dépend au moins partiellement de moi. Variante importante, je suis responsable, a fortiori, de qui ou de quoi je tire un profit. Cette équation de base, aussi simple soit-elle, a aussi le mérite de fixer la mesure de cette responsabilité. C'est que si nous sommes tous et chacun mutuellement responsables les uns des autres et collectivement responsables à l'égard des enjeux collectifs comme la planète, les générations futures, la culture, la démocratie, la paix, la justice, eh bien la mesure de cette responsabilité varie évidemment considérablement en fonction du savoir, du pouvoir et aussi des moyens dont nous disposons. Je cite encore la Charte des responsabilités écrite par la Fondation Charles-Léopold Maillet pour le progrès de l'homme, où il est dit « Chaque être humain assume une responsabilité à l'égard de la planète en proportion de ses avoirs, de son pouvoir et de son savoir. » Cette intuition s'est concrétisée dans le droit international contemporain de l'environnement qui intègre maintenant très systématiquement la clause de responsabilité commune mais différenciée. Il y en a de l'autre côté de l'Atlantique qui semblent ne pas avoir compris la leçon. Mais ceci a aussi pour effet de renouveler donc notre rapport au savoir et au pouvoir. Face à l'ampleur des défis, la difficulté d'en comprendre la portée et plus encore d'en infléchir le cours, le découragement pourrait gagner, synonyme de renoncement intellectuel. Qui peut dire de quoi demain sera fait? Ou encore de désengagement politique. Qui suis-je pour prétendre modifier le cours des choses? Eh bien, la responsabilité nouvelle dont nous essayons de dessiner les contours s'accompagnerait alors d'un devoir de savoir, ou en tout cas de chercher à savoir, et d'un devoir d'engagement. Dans une société de l'information et au stade d'extrême sophistication qu'a atteint l'Homo sapiens, il y aurait comme un devoir de se tenir informé et de chercher à comprendre. Ce devoir apparaît paradoxalement comme le corollaire de la rationalité faible qui caractérise la véritable science d'aujourd'hui. C'est que si les scénarios des mondes possibles ne sont plus définis unilatéralement par les savants et les experts, c'est que nous sommes appelés chacun à contribuer à la constitution de ce savoir collectif. Et ceci pose aussi la question de l'engagement associatif. Il est clair que notre pouvoir individuel est proche de zéro, mais précisément,
Les pouvoirs privés, associations, ONG, collectifs en tout genre, existent pour démultiplier les forces individuelles. Nous avons ainsi sensiblement progressé dans l'intelligence de ce que responsabilité veut dire. Réponse à un appel, responsabilité commune et différenciée à l'égard de ceux sur qui nous exerçons un pouvoir, devoir de savoir et devoir de participation. Néanmoins, l'interrogation fondamentale demeure. Responsable en quoi? Responsable jusqu'où? Ou encore, quel est le sens de cette réponse que nous sommes tenus d'apporter? La réflexion philosophique prend ici le relais en proposant une distinction essentielle introduite par Paul Ricoeur et Hans Jonas. Les défis d'aujourd'hui impliquent, disent-ils, de distinguer deux formes de responsabilité. La responsabilité imputation, héritée du passé, et la responsabilité mission, qui seule est à la hauteur des questions posées. Selon la première, imputation, il s'agit de rechercher l'auteur d'un acte, une action dommageable ou le coupable d'une infraction qui sera appelé à en payer le prix, soit sous la forme d'un dédommagement civil, soit sous la forme d'une sanction pénale. Il s'agit de se livrer à l'imputation d'une faute à un agent en se tournant vers le passé. Ce sens premier de responsabilité est donc répressif et passéiste. Qu'as-tu fait de ton frère? Demande-t-on. Il est clair que cette acception n'est que marginalement opportune dans le contexte qui nous occupe. Comme je l'ai dit, la plupart de nos comportements qui engagent notre responsabilité ne sont pas des comportements fautifs. Et par ailleurs, il n'est sans doute pas sain ni efficace de prétendre susciter une mobilisation planétaire sur la base d'une culpabilité collective. Dès lors, la seconde forme de la responsabilité s'impose dans toute son acuité, qui entend cette fois la responsabilité comme assignation d'une tâche ou d'une mission. Le modèle n'est plus celui du coupable auquel on impute une faute. Le modèle, bien dans la ligne de la réflexion de Simone Weil, est celui des parents, par exemple, qui, ayant mis au monde un enfant, assument la tâche à long terme de son éducation. Le regard se tourne alors résolument vers l'avenir et la responsabilité se fait mobilisatrice. La tâche assumée s'analyse à la fois comme une prérogative qu'on exerce avec plaisir et dont on n'est pas prêt à se décharger auprès d'autrui, mais en même temps comme un devoir qu'on n'est pas libre de ne pas exercer, ni même d'exercer n'importe comment. Les mécanismes de déchéance de l'autorité parentale sanctionnent en effet les parents exagérément négligents. Cette double nature de la mission, à la fois prérogative et responsabilité, nous porte au cœur de notre sujet et témoigne de la réversibilité de ce que la doctrine juridique a parfois qualifié de droit-fonction. Il reste que ces progrès, ces percées conceptuelles sont timides encore et les initiatives qui les concrétisent, dans mon texte écrit, j'essaye d'en donner plusieurs traductions juridiques, le principe de précaution, de prévention, toutes sortes de choses. Néanmoins, tout ça reste encore assez timide et isolé. C'est que plusieurs obstacles compromettent gravement le renforcement de la responsabilité pour le milieu. Des obstacles culturels et non seulement factuels, bien dans la ligne de ceux que vise Simone Weil, qui s'attaque toujours à la racine des choses et non seulement à leur arrangement contingent. Dans la culture contemporaine d'un monde tenté par la globalisation, c'est la pression et la tentation de l'instantanéité associée à la pression du modèle contractualiste. Il ne serait de justice que synchronique et synalagmatique, réalisé dans l'instantanéité et la réciprocité de l'échange contractuel. C'est ça, me semble-t-il, l'obstacle principal pour une implémentation de la responsabilité à l'égard de la planète ou des générations futures. Et c'est cela qui nous fait renouer avec l'accent que met Simone Weil sur le facteur temps, sur lequel on a déjà pas mal insisté en début de matinée, je veux dire la capacité pour l'action de s'inscrire dans la longue durée du projet. Et ça m'amène au deuxième volet de ma contribution, tout en gardant, Monsieur le Président, ma montre à l'heure, enfin, sous les yeux.
Et donc j'aborde mon deuxième volet pour comprendre comment prendre la mesure de ces obstacles instantanéistes et contractualistes par une pensée de la transmission, par une pensée de l'inscription de l'action dans une longue durée. Pour Simone Weil, il n'est d'enracinement que temporel, comme si le passé était le terreau nécessaire à l'épanouissement du projet pour l'avenir. La révolution, écrit-elle, puise sa sève dans la tradition. Aucune projection dans l'avenir n'est concevable sans cette capitalisation, je crois que c'est la troisième fois qu'on fait cette citation ce matin, sans cette capitalisation des îlots de passé demeurés vivants. Consciente de l'objection, la philosophe précise immédiatement « L'amour du passé, attention, n'a rien à voir avec une orientation politique réactionnaire. Pas plus d'ailleurs que l'enracinement n'est incompatible, au contraire, avec ce qu'elle appelle l'aération, la multiplication des contacts, l'ouverture, le voyage. À cet égard, dit-elle, la tragédie de notre époque est la perte du passé. Nous avons jeté le nôtre comme un enfant déchire une rose. » Fin de citation. Cette conviction, selon laquelle l'action ne se conçoit qu'inspirée par le projet et la mémoire, et ce constat, notre époque a perdu le sens de la longue durée. Conviction et constat qui, je le note en passant, rapprochent singulièrement Simone Weil de la pensée de Hannah Arendt. Conviction et constat constituent de très sérieux obstacles à l'établissement d'une responsabilité à l'égard des générations à venir, destinées à s'enraciner dans ce monde. Après avoir pris la mesure de cet obstacle dans un premier temps, je suggérerai le modèle de la transmission, centrale dans l'enracinement, pour tenter de penser comment le contourner. Mais d'abord, les obstacles contractualistes et instantanéistes. Je pense pouvoir dire que depuis la modernité au moins, les questions de justice se pensent dans les termes du contrat, de la symétrie, de la réciprocité. Elles supposent ce que le philosophe Hume appelait, réunit ce que le philosophe Hume appelait les circonstances de la justice. Une société composée de personnes dont l'altruisme est modéré et les forces relativement égales. Dans un tel contexte, il est rationnel et prudent de consentir certaines limitations de sa liberté afin de garantir la sécurité physique et matérielle de son existence. Et on connaît la suite de l'histoire. On imagine un grand contrat social pour fonder la société politique et on valide une multitude de contrats privés pour garantir le respect et, si possible, l'accroissement des propriétés. L'idéal de réciprocité irradie dans l'ensemble du champ éthique. Et alors, on comprend que, de ce point de vue, il n'est que trop évident que la question des générations futures reste en dehors du domaine de l'éthique, celle-ci ne pouvant nous affecter en aucune manière, croit-on. Le contractualisme s'avère donc un obstacle dès qu'il s'agit de fonder des obligations à l'égard des nations pauvres et éloignées, et a fortiori des générations futures. Outre cette idée de réciprocité, le modèle contractualiste s'accompagne aussi de la présupposition selon laquelle l'histoire commence à la conclusion du contrat. Tout se passe comme si les négociateurs écrivaient l'histoire et fondaient la société tabula rasa, à partir du point zéro de la juridicité que constituerait le contrat qu'ils concluent. Se profile ici quelque chose comme le fantasme d'un auto-engendrement et d'un commencement absolu. Sans doute est-ce là une des conséquences ultimes de l'individualisme moderne. On coupe dans le vif de la transmission. On feint de croire qu'il est possible de suspendre la chaîne des générations et on traite les questions de justice selon l'axe horizontal de la simultanéité, laissant dans l'ombre l'axe vertical de la succession. Si on reprend les deux catégories d'espace d'expérience et d'horizon d'attente que Paul Ricoeur emprunte à l'historien Koselleck, notion dont le jeu croisé définit selon Koselleck et Ricoeur ce qu'ils appellent le temps historique, c'est-à-dire le temps signifiant, le temps réapproprié par la culture, le temps qui permet de s'enraciner. Et si on comprend l'espace d'expérience comme ce qui permet de récapituler le passé, de faire fond, de faire fructifier, de tirer des intérêts du passé en vue d'en dégager des ressources herméneutiques pour se lancer dans l'avenir. Et puis d'autre part, sur l'autre volet, si on comprend l'horizon d'attente comme un champ de dépassement
ou inscrire des projets pour le futur, donc si on admet toutes ces présuppositions, alors on peut faire l'hypothèse, et ici je suis influencé par Hannah Arendt, on peut faire l'hypothèse que dans la culture contemporaine, ces deux catégories ne cessent de se distancier, laissant le présent, notre présent, de plus en plus vide, de moins en moins capable d'articuler passé et avenir en vue de dessiner des lignes d'action mobilisatrices. Tout se passe comme si, avec l'accélération toujours croissante de l'histoire et la croyance toujours vivace que les hommes sont intégralement les auteurs à chaque instant de cette histoire, donc tout se passe comme si l'espace d'expérience perdait toute consistance et toute pertinence. On ne se réfère plus au passé que sur un mode muséal, comme une langue morte, tandis que de l'autre côté, l'avenir apparaît toujours plus opaque, plus ouvert, plus incertain. On ne voit pas comment s'y inscrire de façon confiante et volontariste. Entre les deux s'ouvre béant le présent, un présent en compensation saturé d'instantanéité, d'urgence, d'interconnexion. Bien entendu, cette situation culturelle n'est évidemment pas sans conséquence pour notre problématique de responsabilité à l'égard de l'avenir. Elle rend en effet difficilement pensable l'idée que la génération présente puisse être affectée et par les générations passées et par les générations futures. Tout cela, en somme, traduit une perte du sens de la communauté temporelle qui relie entre elles les générations. Le bien de chaque génération, le bonheur qu'elle peut attendre, devient affaire contingente. Elle n'a rien à attendre ni des générations passées ni des générations futures. À l'inverse, elle n'est tenue d'aucun devoir à leur égard. Dans ce contexte, le risque est grand que chaque génération adopte pour sa part, et cette fois au plan temporel, le comportement irresponsable que décrit Hardin dans sa fameuse tragédie des communaux, si centrale pour toute cette pensée. Affranchie des liens de solidarité historique, chaque génération aura sans doute la tentation de maximiser son avantage sans trop de soucis du lendemain, voire en reportant sur les générations futures le poids des risques, le poids des emprunts, le poids des pollutions et la raréfaction des ressources. Alors, ce scénario catastrophe n'est cependant pas inéluctable, et c'est, je garde, il me reste, je pense, 2-3 minutes, cher Alain, donc j'improvise et je dis ce n'est pas un scénario inéluctable dans la mesure où l'idée de transmission vient à point nommé pour tenter de contourner de façon somme toute assez naturelle ces deux obstacles. Assez naturels parce que contrairement à l'idée que chaque génération renégocie tabula rasa, l'expérience vécue, c'est tout simplement la cohabitation de 3 voire 4 générations au même moment, dont les peurs, les désirs, les imaginaires, les connaissances s'enchevêtrent et se fécondent mutuellement. On arrive alors à théoriser ou à redécouvrir plutôt quelque chose d'extrêmement simple, mais dont la logique contractuelle, que la logique contractuelle nous a fait oublier, c'est tout simplement l'idée de transmission, qui a l'avantage de sauvegarder quelque chose de l'égalité. On ne demande pas à la génération présente de se sacrifier, d'être héroïque à l'égard des générations futures. On lui demande simplement de transmettre aux générations futures un équivalent de ce qu'elle-même a reçu des générations précédentes. Donc, cette hypothèse de la transmission répond aux situations finalement asymétriques, tout comme l'idée de réciprocité contractuelle répond aux situations, à mes yeux, beaucoup plus rares d'égalité entre les contractants. La plupart des situations humaines vécues, réelles, sont asymétriques. Eh bien, il y a moyen de réaliser une forme de justice et de restaurer une forme d'égalité dans ces situations-là grâce à l'idée de transmission. Bien sûr, la transmission ne se fait pas entre les mêmes personnes, elle n'opère pas la mise à équivalence des balances au même moment, mais elle répond à une pratique et une intuition humaine immémoriale. Ce modèle présente bien d'autres avantages, par exemple d'éviter qu'une génération n'exerce un droit d'aînesse
à l'égard des générations suivantes. Qui accepterait encore sur le plan du droit privé aujourd'hui que les héritages soient dévolus, les successions partagées en fonction d'un droit d'aînesse? Or, pourtant, n'est-ce pas ce que nous faisons au plan collectif dès lors que nous reportons sur les générations futures les charges des risques et des emprunts? En quelque sorte, nous vivons sur leur dos. Je termine en disant que ce modèle de la transmission n'est pas, comme certains de ses adversaires le soutiennent, n'est pas un modèle paternaliste ou aliénant. Il vise au contraire simplement à assurer que les générations futures bénéficient d'une marge de possible aussi large que celle dont nous avons nous-mêmes disposé. Et qui fait, cette marge de possible, c'est ça qui fait tout simplement la liberté réelle des individus et des peuples. Je terminerai alors par cette belle pensée du poète René Char, qu'il écrivait lui aussi pendant la Seconde Guerre mondiale et qui disait « Notre héritage est sans testament ». Ce qui était dire deux choses essentielles. D'une part, qu'on ne vit pas sans un bagage, sans une transmission, sans un héritage, mais qu'il appartient à chaque génération de définir la feuille de route, le testament, le mode d'emploi de cet héritage dont il dispose. 3 phrases de conclusion. Je dis, à première vue, tout ceci pourra paraître singulièrement éloigné de la problématique stricte de la responsabilité écologique pour les générations futures. Mais il est, selon moi, beaucoup plus essentiel, il était, selon moi, beaucoup plus essentiel de restaurer au préalable le sens d'une communauté intergénérationnelle en nous demandant à quelles conditions nos prédécesseurs, nos successeurs et nous-mêmes partageons une commune destinée. En pleine tourmente de la guerre, René Char, le poète, et Simone Veil, la philosophe, nous rappellent la voie de cet enracinement. Je vous remercie. Bien, merci beaucoup, cher François, de ces réflexions profondes sur les questions de la responsabilité qui s'inscrivent là dans une transmission, puisque le dernier colloque organisé par cette chaire il y a 2 ans s'intitulait « Prendre la responsabilité au sérieux », et c'est une manière de prolongement, notamment sur la question des responsabilités intergénérationnelles, qui semble en effet d'une singulière actualité et qui touche directement les questions qu'on inscrivait dans l'état social. J'en prendrai 2 exemples. On considérait dans l'état social qu'il est du devoir de la génération adulte de fournir une éducation à la génération montante, et donc de payer des impôts qui vont pouvoir payer des écoles ou des universités. Le développement, comme on peut le voir aux États-Unis, d'un système qui fait financer l'enseignement universitaire par les étudiants eux-mêmes, retourne le sens de l'obligation. C'est la génération montante qui doit payer à la génération adulte pour accéder à l'enseignement. Des retournements de ce genre, on les voit aussi dans les débats auxquels donnent lieu les systèmes de retraite, et notamment le mouvement engagé par la Banque mondiale à la fin des années 90 pour promouvoir plutôt les retraites par capitalisation que les retraites par répartition. Le débat peut paraître très technique, mais en fait, il touche à des enjeux anthropologiques et juridiques très profonds. Les retraites par répartition avaient réinstallé dans le cadre même des catégories contractualistes que tu décrivais l'idée de chaîne générationnelle. Et on peut les comparer à ce que l'anthropologie, je pense aux travaux de Charles Malamud, qui est dans cette salle, sur la dette de vie, c'est-à-dire tout ce que l'anthropologie nous montre sur le fait qu'on donne la vie à la génération qui donc va nous suivre, mais que cette génération va nous rendre la vie en la donnant à son tour. Donc ce système de créance et de dette n'est pas compréhensible sur un plan contractuel, mais suppose la prise en considération justement de la chaîne générationnelle. Et les retraites par répartition redécouvrent
ce mécanisme. On donne à la génération antérieure, mais la génération suivante devra nous rendre ce qu'on a donné à la génération antérieure. À cela, la capitalisation substitue le monde liquide. Et d'ailleurs, si la Banque mondiale a encouragé la retraite par capitalisation, c'était pour nourrir la capitalisation boursière. Donc, cela fait vraiment lien entre les deux. Donc, merci infiniment. C'est pour montrer tous les échos que ça peut avoir pour un malheureux spécialiste de droit social. Je pense que Cécile Renoir souhaitait poser une question. Oui, merci beaucoup. C'est peut-être pour reprendre la distinction de Ricoeur, reprise aussi par Jonas, sur la responsabilité à la fois comme imputation et comme mission. Et vous aviez l'air de dire que finalement, pour aujourd'hui, notamment au niveau des responsabilités individuelles, il était plus judicieux de privilégier cette responsabilité comme mission tournée vers l'avenir. Alors pour travailler beaucoup sur la question d'engagement de multinationales dans les pays à l'international, il me semble très intéressant de pouvoir conjuguer les deux. Et puis je crois que ça reprend bien aussi les travaux qui ont eu lieu d'ailleurs aussi dans cet amphithéâtre à l'occasion du colloque sur la responsabilité, sur ces questions de responsabilité notamment des entreprises transnationales. On voit aujourd'hui des évolutions du droit qui invitent à essayer de faire en sorte que les entreprises puissent assumer une responsabilité non seulement vis-à-vis de leurs salariés directs, mais vis-à-vis notamment des chaînes de sous-traitance, vis-à-vis d'une certaine manière de leur milieu de vie. Et là, il me semble que réfléchir aux deux niveaux est intéressant parce qu'il y a à la fois la question de l'imputation et du fait de leur demander de rendre des comptes et de pouvoir être poursuivis aussi en justice et de donner des moyens de recours judiciaires et extrajudiciaires aux populations qui peuvent être victimes de violations de droits fondamentaux en lien avec cette activité. Et en même temps, penser la responsabilité de ces acteurs comme mission, c'est aussi une manière de dire qu'ils sont, vu notamment le pouvoir politique qu'ils ont lié à leur puissance économique, c'est aussi une manière de réfléchir à leur responsabilité partagée avec d'autres, avec les États, par rapport à une mondialisation justement humaine. Voilà, donc c'était... Voilà. Merci infiniment de cette question, parce que c'est précisément le passage que j'ai sauté et vous me tendez une perche magnifique. Vous avez absolument raison. Et je dirais même que c'est chacun de ces deux aspects de la responsabilité qui se développe aujourd'hui. Sur le plan même de la responsabilité pénale, on parle aujourd'hui de tribunaux pénaux environnementaux, d'un procureur international dans ces matières, de nouvelles infractions d'écocide se développent. Sur le plan de la responsabilité aquilienne, comme disent les juristes, l'article 1382, on commence à reconnaître, la Cour de cassation française dans l'affaire de l'Erika, si je suis bien renseigné, commence à reconnaître un préjudice écologique, c'est-à-dire pas un préjudice du propriétaire, mais un préjudice porté à la nature elle-même. Donc vous voyez bien des progrès de cette première forme de responsabilité, mais elle n'est pas suffisante pour être à la hauteur des défis, et donc en réalité, dans le texte, je distingue même 4 traductions juridiques de cette idée de responsabilité. La deuxième, c'est non plus la responsabilité subjective pour faute, mais la responsabilité objective pour risque créé. La troisième, c'est la responsabilité au sens de prévention. Mieux vaut prévenir que guérir. Et tout le droit technique de l'environnement, c'est un droit de la prévention, avec les études d'incidence notamment. Et finalement, la quatrième forme de responsabilité, celle qui est le plus en phase avec Jonas et Ricoeur, c'est gestion en commun de cette chose fragile qui nous tient à cœur et que nous transmettons, et qui est une responsabilité pesant sur les pouvoirs publics, bien sûr, mais aussi sur les entreprises, les individus, leurs associations, et qui se traduit par des droits procéduraux techniques, comme le droit à l'information, le droit à la concertation dans ces matières, et en cas de problème, le droit de recours. Donc, il y a là une concrétisation procédurale, une opérationnalisation de cette idée de gestion en commun, de surveillance, de veille en commun de l'état du patrimoine naturel. Mais donc, vous avez parfaitement raison, il faut accentuer les deux aspects de la responsabilité. Mais alors, François, est-ce qu'il n'y a pas... puisque nous sommes habitués à toujours penser le mauvais côté des choses, à faire l'avocat du diable, le développement de
ce que Ricoeur appelle la responsabilité mission, c'est-à-dire c'est être responsable, c'est de l'ordre de l'être, c'est plus la réponse immédiate, c'est plus le point d'imputation. La forme que ça prend aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les programmes notamment de compliance. Et donc l'obligation de se mettre en conformité, justement par des techniques procédurales. Et ce qui est remarquable dans les dispositifs de compliance, c'est l'évacuation souvent qui est faite des rapports de pouvoir, c'est-à-dire, et c'est une question qu'en droit du travail on connaît depuis très longtemps. Oui, nous vous avons vu, Madame Frison-Roche est une spécialiste de la compliance, donc elle s'est dressée au fond de l'amphithéâtre. Il faut aller lui porter le micro, s'il vous plaît. Donc, il y a les deux choses sur lesquelles on peut voir un risque. C'est l'idée d'abord de la programmation des individus. Donc, derrière ces techniques de responsabilisation, il y a de nouvelles formes d'allégeance qui se développent. Et puis, mais je ne veux pas retarder, il faut vraiment donner le micro à Madame Frison-Roche, oui, c'est ça. Donc, est-ce que sur ce point, tu pourrais nous dire quelque chose? Qu'est-ce que tu penses de ces mécanismes de mise en conformité? Non, il fait allusion. C'est ce qu'on voit notamment dans la loi Vigilance là, qui a été adoptée en France il y a 2 mois, c'est ça? Oui. Donc l'idée, c'est que le sujet de droit intègre un mode de comportement par des procédures qui fait qu'il va spontanément avoir le comportement responsable. C'est l'idée de l'intégration de la norme par le sujet. Mais aussi la normalisation au sens foucaldien du terme. Oui, et puis le point de départ, alors c'est l'injonction paradoxale d'être libre, de prendre des initiatives, d'être toujours à la hauteur, d'être ingénieur de soi-même, d'être entrepreneur de sa vie, d'être responsable, alors que les conditions matérielles de et collectives de cette responsabilité sont en partie retirées aux individus. Donc oui, je prends la mise en garde tout à fait au sérieux, de même, mais peut-être que la discussion va se prolonger avec Madame Frison-Roche, avec la question des nudges, donc ces dispositifs intégrés dans les choses elles-mêmes, je veux dire, ces normes intégrées dans les choses elles-mêmes, mais voilà, sur le coup, je n'ai pas de réflexion particulièrement pertinente à opposer. Je pense que, comme toujours dans ces affaires-là, il faut être dialectique et mesuré. Je vois bien la difficulté d'une injonction à être libre ou responsable. Tout ça, c'est affaire d'apprentissage. Et je dirais modestement, peut-être un peu ce que j'ai dit, devoir de savoir, de s'informer, et peut-être trouver dans le collectif, dans l'appui d'associations, un pouvoir que l'individu seul n'a pas.